Alors nos équipes, nos envoyés spéciaux sur le terrain se sont rendus justement dans ces petits villages tout proches de la frontière avec la Russie et qui subissent le feu russe depuis maintenant plus de 2 ans, ceux dans la région de Soumy. Marine Truchot avec Marianne Kotenov qui sont allés à Bilopilla, situé à 10 km tout juste de cette frontière. Un village, vous allez voir, que les autorités ont recommandé d'évacuer. Reportage de nos envoyés spéciaux avec leur fixeur Eugène Lvovsky. Depuis plus de 2 ans, Bilopilé vit sous les bombardements. Au fil des jours, le village s'est petit à petit vidé de ses habitants. De 16 500, la population s'est réduite à 3 000 personnes. Le maire de la ville nous embarque dans sa voiture pour que nous constations l'étendue des dégâts. Il n'y a pratiquement aucune rue ou quartier qui a été épargné. Depuis un peu plus d'une semaine, date de l'incursion des forces ukrainiennes en Russie, la situation a encore empiré. Hier, par exemple, nous avons eu 4 bombardements sur le village. Mais parfois, ça peut aller jusqu'à 20 obus par jour, dont des missiles. Dans cette rue de Bilopilé, vous le voyez, la majorité des maisons ont été détruites. Celle-ci a été frappée pas plus tard que hier soir à 18h. Un cycliste qui passait juste en face a été grièvement blessé. On voit encore d'ailleurs des traces de sang sur le sol. Après chaque bombardement, les habitants qui restent tentent de sécuriser leurs maisons et calfeutrent les brèches avec les moyens du bord. Vous pouvez réparer vos fenêtres. Regardez, tout le monde le fait. Vous pouvez faire comme eux. Avec quoi? On vous a donné du film plastique hier. Venez par là. Les évacuations organisées par les autorités se font de plus en plus rares en raison des bombardements constants. Olga et ses 2 enfants sont partis à Soumy, mais elle revient à Bilopilé régulièrement pour aider sa tante âgée qui s'accroche à sa vie d'avant. On a planté des légumes. Moi, je viens pour le week-end, pour l'aider parce qu'il faut préparer les conserves pour l'hiver. Le maire, lui, a décidé de rester jusqu'au bout, même s'il admet que c'est très dur. C'est très difficile psychologiquement de rester. Parce que la nuit, on ne peut pas dormir à cause des bombardements. Pour aider ses administrés, il a créé une chaîne Telegram afin de les avertir des alertes aériennes. Une protection dérisoire au regard du nombre de missiles et de bombes largués sur Bilopilé. Bon, quand on voit ce reportage, Général Chauvency, on comprend bien l'utilité que pourrait avoir une zone tampon, en effet, dans la région de Koursk, qui est actuellement en partie occupée. On reviendra sur ce terme d'occupation, mais compliqué. Mais occupée, selon la définition qu'a donnée tout à l'heure Catherine Gentil, il est bien occupé par l'armée. Le droit humanitaire international. Voilà, selon le droit humanitaire international, ça paraissait plutôt logique. Enfin, sur la vraisemblance d'une zone tampon, est-ce que ça vous paraît plutôt cohérent avec la stratégie, avec une stratégie ukrainienne, une stratégie de guerre? Et est-ce que ça vous paraît faisable à mettre en place, cette zone tampon? Alors, c'est plusieurs sujets. Maintenant, il y a 30 ans, j'aurais dit oui, ça avait du sens, puisqu'on ne frappait pas avec des drones, on ne frappait pas avec des missiles, on se tirait à coups d'artillerie, donc une zone tampon de 30 à 40 km, ça avait du sens. C'est-à-dire qu'on était protégé, puisque l'autre ne pouvait pas vous tirer dessus. Aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup de sens, dans la mesure où l'espace aérien sert finalement de champ d'artillerie. Donc une zone tampon en tant que telle, telle qu'on l'a conçue hier, n'a pas de sens aujourd'hui. En revanche, une zone tampon peut être utile pour, je dirais, la rendre, la neutraliser. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas que des forces adverses y soient et on met ce qu'il faut pour être renseigné en amont. C'est-à-dire c'est anticiper les attaques et la menace. Maintenant, c'est très aléatoire. Je ne suis pas certain que ce soit très pertinent aujourd'hui. Dans ce contexte. Et c'est pour ça que je pense que le mot zone tampon, c'est une manière peut-être d'occuper, au point de vue de la communication stratégique, l'esprit des uns ou des autres, et que l'objet n'est pas là. Et on revient sur la question de Koursk, on en discutait en off il y a quelques instants. On nous met en scène une occupation, avec tout ce qu'il faut pour que ce soit bien fait, et accepté par le droit international. Est-ce qu'il y a toujours ces 4 brigades mécanisées déployées dans la région de Koursk, dans la mesure où militairement, je ne vois pas ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui sur le terrain contre les Russes. Les espaces sont trop grands, les objectifs ne sont pas visibles à première vue, et les besoins sont ailleurs. Donc je me demande si on ne nous présente pas une success story, et que pendant ce temps, pourquoi pas, déjà, une partie des forces ukrainiennes déployées dans la région de Koursk se déplace là où il y en a besoin, notamment à Pokrovsk, dont on parlait tout à l'heure, parce que finalement, on a eu dans les meilleures brigades mécanisées ukrainiennes déployées sur Koursk, et comme le disaient certains
où commentaient certains soldats ukrainiens. Oui, d'accord, ils ont fait leur truc, mais en fait, il n'y a pas eu de combat. Il n'y a pas eu de combat. Ils sont rentrés comme dans du beurre. Donc finalement, c'est une victoire, oui, mais pas au prix du sang, ou très peu. Donc maintenant, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas un arrangement qui complète tout le monde et destiné à nous tromper, ou pas nous particulièrement, mais tromper les Russes? Je vais revenir un peu sur la définition de zone tampon qui était utilisée par Vladimir Poutine à l'époque et sur plutôt comment est-ce qu'il comptait l'installer. Donc si on peut revenir sur la carte, on va voir que quand même Vladimir Poutine, lui, il a essayé de créer, donc d'utiliser le terme de zone tampon pour aller notamment jusqu'à la ville de Kharkiv, donc la ville qui est juste à côté de Belgorod, parce que c'est à côté des villes de Belgorod où il y a eu toutes les attaques sur le sol russe jusque-là. Et oui, certes, c'est des attaques qui n'étaient pas trop médiatisées, mais on a commencé un peu à sentir qu'il y a une sorte de chaos dans les admissions locales, que ça peut créer peut-être pas un désastre, mais une petite crise politique, et ce que la Russie a voulu essayer. Puis, est-ce que ces zones tampons auraient vraiment aidé à la Russie à arrêter des attaques? Ça, comme vous avez le dit, on peut bien le rappeler qu'il y a eu une attaque sur le Kremlin avec le drone à l'époque. Donc oui, c'était une seule attaque, mais quand même. Donc la zone tampon Kremlin, quand même, c'est une ville c'est un bâtiment qui est seulement de la frontière. Donc c'est-à-dire que oui, avec des drones, avec des missiles balistiques, on peut rien attendre avec ces zones tampons. Mais aussi, ce qui est important, c'est que quand on revient à la définition de zone tampon, quelle est l'utilité maintenant pour les Russes d'attaquer ces villages-là? Oui, s'ils veulent attaquer, s'ils veulent avancer sur ces territoires, ça a du sens. Mais puis, il n'y a pas de nœud logistique important, donc c'est juste pour un peu rappeler qu'ils sont là à côté. Alors, on y reviendra, mais je voulais vous montrer aussi des images côté russe. D'abord, sur le point strictement terrain et militaire, est-ce que les Ukrainiens avancent toujours aussi vite au 9e jour qu'au 1er jour? Écoutez d'abord la réponse de Volodymyr Zelensky dans son allocution quotidienne. Aujourd'hui, nous avons bien avancé dans la région de Koursk. Nous atteignons notre objectif stratégique. Nous avons également reconstitué de manière significative la capture de soldats russes. Voilà pour le président ukrainien. Mais Volodymyr Zelensky a beau dire et parler de progrès, les soldats ukrainiens semblent montrer de premiers signes de fatigue et de ralentissement. C'est en tout cas ce qu'on peut lire dans les colonnes du quotidien ukrainien Suspilné. Voilà ce qui est écrit, notamment le rythme des avancées ukrainiennes dans l'oblast de Koursk a ralenti en raison de la résistance russe croissante en direction de la ville de Koursk. Les 1000 blogueurs russes, eux, en rajoutent une couche. C'est l'ISW qui a relevé ce dernier commentaire de la part des blogueurs militaires russes. Ils affirment que les forces russes stabilisent progressivement la ligne de front dans cette oblast de Koursk et que des renforts russes non spécifiés arrivent de zones non spécifiées. Général, je vous vois hocher de la tête. Ça vous étonne pas que ça commence à coincer? C'est normal que ça commence à coincer, que je vous expliquais tout à l'heure en termes de terrain. D'ailleurs, plus on rentre dans l'espace russe, plus tous les moyens militaires sont aisément utilisables sur la force ennemie. Donc, je pense que les Ukrainiens poussent autant qu'ils peuvent, mais je pense qu'on arrive à la limite maintenant de leur expansion, je dirais. En revanche, il me semble y avoir vu le commentaire du général Syrski ce matin qui évoquait une progression d'1,5 km, où c'était d'hier. À 2 km, c'était hier. Et qu'il en était content. Donc on retombe sur des chiffres qu'on entend sur le front de l'Est. Ouais. Ça ne fait pas beaucoup pour une zone qui n'était pas défendue. Jean de Glignassi. Moi, je vois dans cette affaire une application de la théorie Kutuzov, enfin de la théorie russe traditionnelle. On sacrifie du territoire pour gagner du temps. Et gagner du temps, pourquoi? Pour la priorité, c'est-à-dire la percée à Pokrovsk. Donc en fait, ce qu'on a imputé un peu rapidement à une désorganisation totale des Russes, etc., c'est tout simplement le fait que la priorité pour les Russes reste la percée dans le Donbass. Mais il y a comme une désorganisation. Il y a eu des organisations. Mais je pense que maintenant on a fait le choix, on l'accepte. Et on va là où c'est important. Oui, je suis d'accord. Alors en tout cas, ce qui semble attester du freinage de l'opération ukrainienne, c'est que le côté russe commence à se barricader. Vous allez voir cette carte qu'on a fait faire, notamment, elle se barricade au niveau de la ville de Koursk, d'un autre village qui s'appelle Viktorivka, qui a environ 45 km de la frontière. Vous voyez, on vous a mis toutes les petites villes au niveau desquelles les Russes sont en train de construire actuellement des fortifications. Vous allez voir la version avec des photos satellites qui sont récupérées grâce aux renseignements de sources ouvertes, donc c'est très sérieux. On a la preuve que ces tranchées sont actuellement construites dans la région de Koursk. C'est récupéré, ce sont des photos notamment récupérées par Maxar, mais ça on les verra tout à l'heure. Catherine, ça dit quoi quand vous voyez ces tranchées qui sont construites à une distance quand même assez importante, je trouve. Enfin, vous allez me dire vous ce que vous en pensez, mais de la frontière avec l'Ukraine, ça semble dire quand même, si on se met ici et qu'on construit nos tranchées ici, peut-être qu'on laisse cette zone aux Ukrainiens?
Alors on leur laisse ou est-ce que c'est pas aussi un piège finalement à un moment qui pourrait être tendu aux Ukrainiens en essayant à terme de les encercler? C'était une des questions qu'on s'est posées dès le premier jour. Comment ne pas aller trop loin? C'est-à-dire que les Ukrainiens sont entrés très facilement en Russie. Il ne faut pas qu'à un moment, ils aillent tellement loin que finalement, ils n'aient plus les compétences et les capacités à se défendre si jamais les Russes essayaient de les encercler pour les faire prisonniers ou pour les repousser tout simplement. Ça, c'est une question militaire. Le général a dû travailler sur ce genre de problématiques dès ses premières années d'études. C'est effectivement, quand vous percez, il y a l'euphorie de l'avancée. Après, il faut être sûr de ses bases et de sa force pour faire face à une éventuelle contre-offensive. Alors c'est vrai que là, les Russes, on a l'impression qu'ils font des tranchées assez loin et que voilà, quoi, ils ne sont pas dans une contre-offensive immédiate vis-à-vis des Ukrainiens. Mais alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas vu arriver cette opération, sinon ils auraient quand même tout fait pour empêcher les Ukrainiens de mettre le pied sur le territoire russe. En même temps, c'est vrai qu'à partir du moment où ils progressent du côté de Pokrovsk, c'est bien plus important pour eux s'ils réussissent à se saisir de ce nœud logistique en termes de la manière dont ils peuvent handicaper les soldats ukrainiens. Et on a vu le témoignage de l'un d'entre eux qui expliquait à quel point déjà c'était difficile pour eux de ravitailler les hommes dans cette région. Donc vraisemblablement, le plan ukrainien qui sur le papier paraissait judicieux, d'ailleurs, qui était de forcer les Russes justement à dégager le front où ils sont le plus dangereux pour les Ukrainiens pour venir vers Koursk, pour l'instant n'a pas fonctionné. Et donc les Russes continuent d'avancer dans la région qui leur paraît à eux la plus importante en termes de rapport de force sur le terrain.